Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de K-Drama Academy où aujourd'hui on va parler histoire coréenne. Si vous suivez un peu l'actualité K-Drama, vous êtes forcément tombé sur la polémique autour du drama Perfect Crown en ce moment. La polémique autour des controverses sur les sujets historiques qui sont traités dans ce drama. Alors qu'on soit d'accord ou qu'on le soit pas, ça m'a surtout inspiré un article sur l'histoire de la Corée, parce qu'à travers tout ce qu'on regarde dans les dramas, au final, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas? Je vous ai donc écrit un article avec la plupart des dramas très connus qui parlent d'histoire, qui parlent d'événements qui se sont réellement passés ou parfois qui ne se sont pas passés, et je vais vous expliquer tout ce que vous savez déjà de l'histoire de la Corée avec tous les dramas que vous avez regardés. Alors, si vous voulez en savoir plus, lisez l'article ou suivez la vidéo. Alors on commence par la période des trois royaumes, du 1er siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle environ, pour simplifier. La péninsule coréenne est divisée entre trois royaumes qui sont rivaux. Je dis pour simplifier parce qu'en fonction des périodes, il y a certains royaumes qui ont pris le pouvoir sur d'autres et tout ça, mais on va rester global. La péninsule coréenne est divisée en trois royaumes. Le premier, Goguryeo, au nord, qui est connu comme étant guerrier, Paekche au sud-ouest, qui est connu pour son art, et Shilla au sud-est, qui est connu pour avoir unifié une grande partie de la Corée. Si vous avez vu le drama Hwarang, vous vous êtes familiarisé avec le royaume de Shilla, parce qu'il se passe dans ce royaume-là. Vous avez aussi le roi Jinung, qui est mentionné dans ce drama, qui a véritablement existé, et du coup vous vous familiarisez avec le système de classe à Shilla, qui était bien réel. Donc le drama montre l'importance du rang social, de la noblesse dans leur vie quotidienne, qui avait vraiment une importance dans plein de choses, dans plein de domaines. Et les Hwarang ont réellement existé. C'était bel et bien une organisation de jeunes aristocrates du royaume de Shilla qui recevaient une formation militaire, politique, artistique, philosophique, tout un truc. Même si le tout est bien sûr très très romancé dans ce drama et même les costumes sont particulièrement modernisés, mais vous avez déjà un pied dans ce royaume-là qui est souvent méconnu. D'autres dramas un peu moins connus, mais qui racontent aussi des éléments de cette période-là et qui sont du coup intéressants, c'est le drama Jumong, qui raconte la fondation du royaume de Goguryeo. Le personnage principal, donc Jumong, qui a vraiment existé d'après les chroniques coréennes, et qui est considéré comme le fondateur légendaire de ce royaume-là. On a aussi le drama Queen Sondok, qui est inspiré de la vie de la reine Sondok, qui a réellement régné sur Shilla au 7e siècle, considérée comme l'une des premières reines régnantes importantes de l'histoire de la Corée. Et dans ce drama, on voit aussi encore les Hwarang. Et vous avez aussi le drama The Queen's Daughter Subegyang, qui se déroule à Paekche au 6e siècle. On a le roi Muryong dans ce drama et le prince héritier Song qui ont réellement existé. On voit aussi les tensions entre les royaumes qui sont représentées de façon fidèle. Et il y a un vrai effort qui a été fait dans ce drama-là de reconstitution pour les costumes. On y retrouve pas mal d'influences chinoises dans les robes sobres, dans les coiffes, dans les accessoires, qui sont inspirés de sources historiques. Donc même s'il y a quand même une volonté de modernisation pour que ça passe bien à l'écran, on est quand même assez proche de la réalité. On passe maintenant à l'ère de Goryeo avec le drama emblématique Scarlet Heart ou Moon Lovers qui fait super bien la transition entre les deux périodes parce qu'il se situe juste après l'unification des trois royaumes tardifs et du coup l'unification de toute la péninsule pour former le royaume unique de Goryeo. Donc cette période elle dure de 918 à 1392 de notre ère et pour la petite anecdote, le nom qu'on a aujourd'hui de la Corée dérive du nom de ce royaume, Goryeo. Et donc même si une grande partie du drama est clairement romancée, voyage dans le temps et tout ce qui va avec, on y découvre une vision historique des tensions qu'il y avait à l'époque entre les régions et les familles nobles après l'unification des trois royaumes, qui du coup continuaient à se tirer dans les pattes même si la péninsule avait été réunie. On y rencontre aussi des personnages qui ont vraiment existé, donc le roi Tejo, le fondateur de Goryeo, on y voit aussi le roi Wang-mu, Wang-yo et Wang-so. Les trois premiers à régner dans le drama ont vraiment existé et ont vraiment ces noms-là. Et leur place dans la succession est véridique, c'est dans cet ordre-là qu'ils ont régné. Et le roi qui nous intéresse dans le drama, Wang-so, a réellement une réputation assez complexe d'après les chroniques coréennes, du négatif et du positif parce qu'il a aussi renforcé l'autorité royale, réduit le pouvoir des familles nobles, mis en place des réformes importantes, mais il y a quand même un peu de sombre apparemment autour de ce personnage.
Et on voit aussi les rivalités entre princes pour accéder au trône qui sont vraiment fondées sur ce qui se passait dans les familles royales. En revanche, les costumes sont largement modernisés, même si quand même inspirés de la réalité. Le drama Empress-Ki, avec cette impératrice qui a réellement existé, effectivement née à Goryeo au XIVe siècle, et elle a effectivement été envoyée à la cour impériale mongole comme tribut, chose qui se faisait à l'époque. Elle a connu là-bas une ascension impressionnante jusqu'à devenir effectivement impératrice. Elle laisse quand même une image un peu controversée pour les Coréens parce que certains historiens lui reprochent d'avoir plus servi l'empire mongol que l'empire de Goryeo, même si elle en était originaire. Ce qui fait qu'elle n'est pas forcément aussi appréciée de tout le monde qu'on pourrait le croire en regardant le drama. Mais l'empereur Tawan a véritablement existé, le roi Gongmin de Goryeo aussi, on va en reparler dans le drama suivant. Et l'un des aspects les plus fidèles du drama, c'est effectivement cette relation complexe qu'il y a à l'époque avec l'Empire mongol, qui avait envahi Goryeo à plusieurs reprises dans les XIIIe et XIVe siècles. Donc ça, c'est relativement fidèle. Et les costumes sont considérés comme fidèles à la réalité aussi, même si toujours un peu arrangés pour la télévision. On retrouve le fameux roi Gongmin dans le drama Faith. Il s'agit du même roi, mais plus tard dans sa vie, ce qui fait qu'on retrouve aussi cette période où Goryeo se relève de ses décennies de domination mongole et essaye de retrouver son indépendance. On le ressent dans toutes les tensions politiques qu'on peut voir dans le drama. C'est une période historiquement importante pour la Corée et qui est rendue assez fidèlement dans le drama. Il était bel et bien marié à la princesse mongole Noguk, et cette relation, elle a eu un impact politique important. Apparemment, d'après ce qu'on sait de l'histoire, leur amour serait quelque chose d'avéré. Et on dit même qu'après sa mort, après la mort de la princesse, le roi Gongmin aurait été triste de cette situation, et ce qui fait que ça aurait influencé la politique qu'il a eue ensuite envers la nation. On a aussi le général Choyong qui est lui aussi un personnage historique et même l'un des personnages les plus respectés de l'histoire coréenne pour ses campagnes militaires, pour sa loyauté et pour son intégrité. Je cite Gobelin juste en passant parce que les flashbacks qu'on a du passé des personnages principaux se passent à l'ère de Goryeo et je trouve que c'est utile de le mentionner pour un aspect purement esthétique parce que même si les costumes restent encore une fois stylisés pour la télévision, on voit vraiment la coupure qu'il y a entre les styles vestimentaires de l'ère de Goryeo et de la suivante avec Joseon, donc pour l'esthétique, c'est intéressant. Le drama My Country est aussi très intéressant parce que c'est une période charnière du coup entre Goryeo et la période suivante Joseon, à la fin du XIVe siècle. On voit vraiment pourquoi le royaume de Goryeo a chuté, les conflits internes, la corruption, les luttes entre les grandes familles. Donc c'était très intéressant à le voir côté historique. Le général Yi Song-ye a vraiment existé, il a bien pris le pouvoir et fondé la dynastie Joseon en 1392. Il devient le roi Taejo. Son fils Yi Bangwon a aussi existé. Il a joué un rôle majeur dans la création de cette dynastie de Joseon. Il est devenu roi et il est connu pour son intelligence politique, son ambition, son rôle dans plusieurs coups de force, et on le voit vraiment bien dans le drama. La violence, l'opposition marquée à la fondation de Joseon, c'est réel. Les premières années, c'était vraiment plein de tensions, de conflits, de rivalités politiques. Mais par contre, toutes les batailles qu'on voit dans le drama sont pas forcément toutes fidèles. Certaines sont amplifiées pour le drama, d'autres simplifiées pour servir un peu mieux l'histoire. Mais par contre, les costumes sont considérés comme crédibles pour l'époque, donc ce qui est aussi intéressant pour la transition entre les deux. Le drama Six Flying Dragons, qui se situe à la même période que My Country. Par contre, dans My Country, on était plus sur l'amitié entre les deux personnages principaux qui étaient fictifs. Là, on est vraiment dans le côté plus politique, vraiment authenticité historique. Donc, c'est vraiment quelque chose de fidèle de façon globale. Donc, pour ceux qui veulent vraiment voir l'histoire du pays, c'est très intéressant. Ça nous permet notamment de mieux comprendre le roi Ibangwan à cette période charnière politiquement parlant. On arrive à l'ère Joseon, qu'on connaît le mieux à travers les dramas, avec le drama Tree with Deep Roots, qui nous amène directement avec le fils du roi Yi Bangwon, le roi hyper connu Sejong. Et là, c'est une période extrêmement intéressante parce que c'est la période de la création de l'alphabet coréen, le Hangul. Donc le roi Sejong est extrêmement connu pour avoir institué la création de cet alphabet. On y voit notamment l'opposition qu'il y a eu face à cette révolution de la part de l'élite du pays.
Le roi voulait que l'écriture soit accessible à tous, mais c'était pas l'opinion de tout le monde. Donc c'est pour ça que, à cause de cette opposition, l'alphabet, le Hangul, a mis du temps à devenir l'alphabet officiel. Et on y voit l'institution qu'on appelle Jipyeonjon, qui a réellement existé. C'est une institution royale qui était composée de savants chargés réellement, historiquement, de conseiller le roi. Le drama Under the Queen's Umbrella, que je cite en passant parce que ça ne reprend pas des histoires de rois qui ont réellement existé, mais par contre son intérêt historique, c'est plutôt dans la représentation qu'il fait du quotidien au palais, de l'éducation des princes. On y voit aussi l'importance de la succession royale et les histoires de rivalité au palais et entre les concubines sont vraiment proches de la réalité. De la même façon que la pression qui était exercée sur les héritiers du trône, c'est des choses qui vraiment existaient dans les cours du roi. My Dearest est très intéressant parce qu'on voit vraiment l'impact dans la vie des gens du peuple d'un événement de l'histoire qui a réellement existé, puisque là on parle de la seconde invasion mandchoue de Joseon en 1636-1637. Joseon essuie une défaite et ça marque profondément l'histoire coréenne. Le personnage du roi Injo a réellement existé. Les chroniques parlent de lui comme d'un personnage qui a très mal géré la crise de cette époque à l'une des plus grandes humiliations de l'histoire coréenne, la capitulation de Samjeon-do et l'envoi des princes comme otages est également un fait historique. Donc tout ce qu'on voit dans l'histoire, les villages détruits, les familles séparées, les réfugiés, les prisonniers de guerre, les femmes capturées, ça correspond bien à ce que les chroniques racontent de cette guerre. Dans le drama Queen Inyeon's Man ou The Queen and I, il a deux titres, la reine Inyeon a réellement existé et elle fait partie des plus connues de Joseon. La rivalité avec la concubine Jang Hee-bin est réelle aussi, de même que la destitution de la reine Inyeon et son rétablissement, c'est des faits historiques. Ça a d'ailleurs inspiré énormément d'œuvres coréennes au fil des siècles. C'était une période encore très compliquée, tendue politiquement, et les luttes entre différentes factions qu'on voit dans la série sont effectivement historiques. The Red Sleeve est un drama qui s'appuie sur des éléments directement mentionnés dans les archives de Joseon. Yi-san, le futur roi Jongjo, qui a réellement existé, est un roi très célèbre de cette époque. Il a régné de 1776 à 1800. L'héroïne est inspirée de Song Do-kim, qui a aussi effectivement vécu au palais, qui est vraiment devenue la favorite du roi et plus tard la mère de son fils. Et il semble d'ailleurs historique qu'elle ait refusé à plusieurs reprises la proposition du roi pour devenir sa concubine. Et le quotidien des dames de cour est fidèle à la réalité. On voit vraiment le manque de liberté, leur dépendance au pouvoir royal et les règles de vie qui étaient très strictes. Et pour l'anecdote, le prince Sado et le traumatisme de Jongjo, c'est réel. Le prince héritier Sado est réellement mort enfermé dans un coffre à riz sur ordre de son père, le roi Yongjo. Le drama Rookie Historian Koo Hae-ryong est intéressant parce qu'ici, on est dans le quotidien des historiens de la cour royale, ce qui change de souvent les dramas médiévaux où on est dans la cour royale. Mais là, on est sous le règne d'un roi fictif. On voit les fonctionnaires qui sont chargés de consigner les événements importants dans les archives, ce qui fait qu'aujourd'hui, les archives de Joseon font partie des plus complètes au monde. Par contre, c'est totalement fictif que des femmes aient été appelées à la cour pour occuper ce poste. Les historiens étaient recrutés par un système d'examen, mais les femmes n'y avaient pas accès, donc c'était essentiellement des hommes, c'était que des hommes. Et détail intéressant, le roi était effectivement pas autorisé à consulter des documents que les historiens consignaient, dans le but justement de préserver l'histoire et que les rois puissent pas mettre la pression aux historiens pour changer ce qu'ils avaient rédigé et qui allait passer de génération en génération. Le drama Mr. Sunshine marque vraiment la fin d'une ère, la fin de l'ère Joseon. On voit tout ce qui y a mené. Il se passe de 1871 à 1905 environ, et on voit la réalité de l'époque avec des rivalités internationales qui pèsent sur la Corée. L'expédition américaine contre Joseon en 1871 au début de la série est réelle. Les groupes de résistants qu'on a appelés les armées vertueuses ont également existé. Il y avait des paysans, des érudits, d'anciens soldats, des citoyens ordinaires, et ils luttaient comme ils pouvaient contre l'influence japonaise qui grandissait. Et l'ambiance tendue, instable qu'on voit dans la série, c'est bien sûr basé sur des faits réels, parce que la fin de Joseon, c'était une période extrêmement instable avec des coups d'État, des interventions étrangères, des rivalités. Le drama s'arrête avant l'annexion de la Corée par le Japon, mais on voit vraiment ce qui y a mené au final.
Et encore d'autres dramas anecdotiques, mais par exemple Flower Crew, Joseon Marriage Agency, le métier de marieur professionnel qui existait réellement dans la Corée de Joseon, ou dans Legend of the Blue Sea, le personnage de Kim Dam-lyong qui est inspiré d'un magistrat mentionné dans les archives historiques de Joseon. Dans My Love from the Stars, certes, c'est la minorité du drama qui est à Joseon, mais on voit l'importance qu'avait l'astronomie dans leur vie à cette époque-là, ou d'autres encore que tu peux retrouver dans l'article en lien, par exemple Mr. Queen, où on voit la faiblesse du pouvoir royal, le Joseon en déclin et le roi qui a vraiment existé. On passe donc à l'époque moderne, et avec le drama Pachinko, on est sous l'occupation japonaise de 1910 à 1945, et on voit notamment la migration des Coréens vers le Japon, ceux qui sont partis notamment pour le travail. On voit toute la discrimination qu'il pouvait y avoir à cette époque au Japon envers les Coréens, notamment dans le monde du travail aussi, ce qui fait que beaucoup se sont tournés vers des secteurs professionnels où ils pouvaient créer eux-mêmes leur activité, notamment les salles de pachinko, qui est un jeu mécanique qui ressemble un peu au flipper, et c'est un aspect historique très important dans le drama, parce qu'au final, les Coréens ont fini par posséder une grande partie de ce marché dans le pays, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup le choix s'ils voulaient travailler. Dans le drama Chicago Typewriter, on parle de résistance sous l'occupation japonaise cette fois, et on voit les mouvements d'opposition présentés dans la série. Les Coréens ont effectivement distribué des tracts, publié des journaux clandestins, organisé des manifestations. Dans le drama, on le voit au travers des écrivains. On voit que la littérature a permis de conserver l'identité coréenne. On voit aussi qu'ils sont obligés de cacher ce qu'ils écrivent, ce qui n'était pas faux. Et on voit aussi la censure qui était bien réelle. Les autorités surveillaient beaucoup les publications et pouvaient même en interdire. La vie portera ses fruits, qui n'est pas un drama historique à proprement parler parce que ce sont des personnages fictifs, mais il aborde très fidèlement la grande pauvreté de la Corée après la guerre de Corée. On voit aussi l'évolution de la société coréenne en termes de mentalité, notamment dans la place qu'occupaient les femmes. Et on voit aussi l'histoire de la modernisation de la Corée au fil des années, puisqu'on y suit plusieurs générations, donc c'est très intéressant pour cette évolution. Le drama Youth of May met en évidence un événement très marquant dans la lutte pour la démocratie coréenne, puisqu'on y voit le soulèvement de Gwangju. Donc à l'époque, la population elle commençait à s'insurger contre le gouvernement qui était autoritaire, mais les choses ont mal tourné en mai 80 dans la ville de Gwangju. Donc au-delà du simple mouvement étudiant qui était à la base de cet événement, les habitants de la ville ont réellement participé à l'affrontement, ont rejoint les manifestations, ils ont transporté des blessés, organisé l'entraide entre les citoyens. Donc tout ce qu'on voit dans le contexte du drama, c'est des événements qui ont réellement eu lieu dans la réalité. Dans Snowdrop, la prise d'otage est complètement fictive. Par contre, le contexte politiquement tendu est tout à fait historique. On voit les manifestations, les mouvements contestataires étudiants qui étaient effectivement fréquents. Et dans le drama, on fait connaissance avec l'ANSP, qui est l'ancêtre du service de renseignement sud-coréen, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'historique. Les dramas 2521 et Typhoon Family nous montrent la crise financière de la Corée en 1997. Le pays avait été dans une situation tellement désespérée qu'ils ont été obligés de demander une aide financière internationale via le FMI, et c'est ce qui a été vécu par les Coréens comme une humiliation nationale. Et on voit vraiment cette situation dans les deux dramas. On voit les faillites d'entreprises, le chômage massif, les familles qui sont ruinées, qui sont obligées de travailler d'une autre façon ou de ne plus travailler du tout, ou de vendre tout ce qu'elles ont. Et on le voit notamment dans le cadre d'une entreprise de l'époque dans le drama Typhoon Family. Et c'est très intéressant et c'est surtout historique. Et pour finir, quelques dramas anecdotiques, encore une fois, Reply 88, les JO de Corée qui ont été vécus comme une fierté nationale, ou Weightlifting Fairy avec l'athlète dont c'est inspiré qui a réellement existé, ou Lovely Runner qui nous parle de la victoire de l'équipe coréenne de baseball aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 après un parcours sans défaite. Des petites anecdotes, mais c'est toujours intéressant de le savoir que tout ça, c'est historique. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Ou qu'est-ce que vous saviez déjà sur l'histoire de la Corée? Ou est-ce qu'il y a d'autres dramas qui vous ont aussi inspiré des choses par rapport à l'histoire de la Corée, qui vous ont appris? N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et je serai heureuse de vous retrouver pour une prochaine vidéo très bientôt.